On parle du programme nucléaire iranien depuis plus de 20 ans. Téhéran le dit pacifique, Israël l'accuse de viser l'anéantissement nucléaire. D'autres sont entre ces deux extrêmes. Quoi que vous en pensiez, c'est impressionnant. Sous le désert iranien, dans d'immenses salles, des milliers de centrifugeuses tournent à près de 63 000 tours par minute. Chacune fait la taille d'une personne, plus fine qu'un poteau téléphonique, et produit un sifflement aigu et assourdissant continu. Ensemble, elles accomplissent en quelque chose que seules quelques nations ont maîtrisé, l'enrichissement de l'uranium à l'échelle industrielle. L'installation de Natanz fait partie du grand méga-projet nucléaire iranien, un exploit d'ingénierie sur plusieurs décennies. Cela a à la fois surpris la communauté internationale et coûté cher au pays. Mais ce qui rend cela vraiment extraordinaire, c'est qu'ils ont construit tout cela alors qu'ils étaient coupés du reste du monde. Surtout au cours des 2 dernières décennies, l'Iran a été soumis à certaines des sanctions les plus sévères qu'on puisse imaginer. Comment un pays sans réelle expertise nucléaire en 1979 a-t-il pu, selon certains, approcher le statut de puissance nucléaire ? Eh bien, voici l'histoire, mais juste une petite note avant de commencer. Cet épisode a été écrit après l'opération Lion et le vent d'Israël et le bombardement par les États-Unis de grandes installations nucléaires iraniennes. Les dégâts et la suite restent inconnus. Et ce n'est pas l'histoire de ce que l'Iran va faire ensuite, c'est l'histoire de comment il en est arrivé là jusqu'à présent. Les conséquences de la révolution. Le 4 novembre 1979 a marqué la relation de l'Iran avec la communauté internationale pour des décennies. La manifestation étudiante a vite dégénéré. Des foules en colère ont envahi l'ambassade des États-Unis, submergeant ses défenses et piégeant les personnes à l'intérieur. Pendant 444 jours, 66 diplomates et employés américains restèrent otages lors de l'une des crises internationales majeures du XXe siècle. Ce n'était pas juste une révolution, mais un message. La République islamique serait intransigeante et suivrait sa propre voie. Peu soucieuse des conséquences que ces actions pourraient avoir sur sa position auprès des grandes puissances mondiales. Et ces conséquences ne se sont pas fait attendre. Les ingénieurs allemands de Siemens, qui construisaient deux réacteurs nucléaires de 1200 MW à Boucher, capables d'alimenter une ville comme San Francisco, ont emporté leur matériel et leur savoir-faire pour rentrer. Ils ont laissé des infrastructures inachevées, valant des milliards et un programme nucléaire détruit. Mais l'isolement post-révolution était minime face à ce qui allait suivre. Saddam Hussein savait précisément où frapper quand il a lancé sa guerre contre l'Iran. De 1984 à 1988, les avions irakiens ont frappé 6 fois l'installation abandonnée de Bachir. Ce n'étaient pas des frappes aléatoires, mais des frappes de précision visant à détruire les atouts technologiques avancés de l'Iran, sans personne pour les stopper. Le message que le gouvernement iranien a retenu, en partie à cause de la brutalité de Saddam et en partie à cause de leur propre isolement volontaire de la communauté internationale, était qu'ils étaient seuls. Ne pouvant plus compter sur l'expertise occidentale ni exposer leur projet nucléaire au raid, ils poursuivraient la construction seuls et en secret. En 1985, les dirigeants iraniens ont pris leur décision fatidique. Ils allaient reconstruire et cette fois, ils ne feraient des confiances à personne. Les années souterraines ? D'accord ? Pour mieux comprendre ce que l'Iran a réellement tenté, nous devons prendre un moment pour expliquer la physique derrière tout cela et ce qu'implique réellement l'enrichissement de l'uranium. Rassurez-vous, nous ne vous ferons pas suivre un cours de physique nucléaire avancé. C'est promis. Écoutez, dans la nature, l'uranium existe sous plusieurs formes, U-238 et U-235. Elles sont presque identiques. Impossible de les distinguer sans test chimique, pourtant elles sont très différentes et ont des rôles très distincts. L'U-235 est essentiel pour la plupart des projets nucléaires. Les réacteurs urbains nécessitent un uranium avec 3 à 5% d'U-235. Une arme nucléaire nécessite de l'uranium avec au moins 90% d'U-235. Le problème est que l'uranium naturel contient 99,3% d'U-238 et 0,7% d'U-235. Atteindre le seuil de 3 à 5% requis pour les centrales nucléaires représente un exploit d'ingénierie moderne. Cette forme d'uranium est légèrement plus légère que son homologue plus courant, le U-238, ce qui permet aux scientifiques de l'affiner. Pour séparer les deux, on les fait tourner à des vitesses incroyablement élevées. Ça peut sembler simple, non ? Eh bien, disons simplement que si ça paraît simple, c'est parce qu'on a simplifié, en réalité c'est compliqué. Ce ne sont pas les cycles d'essorage de votre lave-linge.
On parle de tubes en aluminium qui tournent à 60 à 70 000 tours par minute, soit plus de 1000 fois par seconde. Cela signifie que le bord extérieur du rotor se déplace plus vite que la vitesse du son. C'est une opération tellement précise qu'un simple grain de poussière peut déséquilibrer l'ensemble de façon catastrophique. Fait incroyable, malgré leur vitesse, chaque centrifugeuse ne réalise qu'une faible séparation. Pour transformer l'uranium naturel en combustible pour réacteurs, des milliers de machines connectées en cascade sont nécessaires, chaque installation produisant un uranium un peu plus enrichi pour la suivante. L'ensemble du système doit fonctionner en continu pendant des mois, voire des années, étant donné les spécifications techniques extrêmes d'une telle opération. L'Iran savait que progresser seul, sans aide extérieure, prendrait des décennies. Et c'est là que leur voisin du Pakistan entre en jeu, ou plus précisément, le réseau pakistanais Abdul Qadir Khan maintenant. Khan, scientifique nucléaire, avait volé des plans de centrifugeuses en Europe dans les années 1970 et les avait fait passer clandestinement à Islamabad. Il a joué un rôle clé dans le développement de leur programme nucléaire. Par pure cupidité et irresponsabilité, il vendait maintenant ses connaissances et schémas aux plus offrants via des intermédiaires et des réunions secrètes dans des hôtels à Dubaï. Des agents iraniens ont obtenu les plans de la centrifugeuse P1 via ce réseau, modèle de base utilisé par le Pakistan pour son programme nucléaire et militaire. Ce n'était pas des conceptions de pointe. La P1 utilisait une technologie des années 1970 déjà obsolète. Selon les normes internationales, elle ne pouvait enrichir qu'une infime quantité d'uranium, mais elle représentait néanmoins le début des ambitions de Téhéran. Les Iraniens ont vite commencé à travailler, installant secrètement leur atelier dans la société électrique Kalaï pour éviter toute fuite. Lorsque le projet n'en était qu'à ses débuts, pour le monde extérieur, le bâtiment n'était qu'une usine banale fabriquant du matériel électrique. Mais à l'intérieur, les meilleurs et les plus brillants d'Iran se sont attelés aux tenants et aboutissants de l'ingénierie nucléaire. Les progrès étaient lents et les revers, frustrants et fréquents. Une simple empreinte digitale sur la machine pouvait tout dérégler. Faute de fiabilité avec des conceptions obsolètes, ils ont commencé modestement, testant d'abord 19 centrifugeuses. Quand celles-ci ont tenu le coup, ils sont passés à 129 machines, mais à chaque étape de l'expansion, ils ont rencontré de nouveaux problèmes. Ces machines étaient tellement perfectionnées et fonctionnaient à une limite si extrême de ce que la conception humaine peut produire que même quelque chose d'aussi simple que les ralentir pouvait poser problème. Cela a posé un défi inattendu, malgré les efforts pour accélérer le processus. Ils ont dû ralentir pour stabiliser la centrifugeuse. Et quelque chose comme une panne de courant pouvait provoquer des vibrations dans la machine. Cela pouvait amener les rotors à frotter contre leur carter latéral, entraînant une pluie fatale de métal et détruisant toute la centrifugeuse. Il est difficile d'estimer précisément les taux d'échec des premières années, mais selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, ils pouvaient atteindre 10 par an. Cependant, l'Iran progressait. En 1999, après plus de 10 ans d'essais, ils ont réussi à enrichir l'uranium naturel de 0,7 à 12% du 235. Ce n'était pas du tout proche des 3 à 5% nécessaires pour le combustible des réacteurs, encore moins pour des armes. Mais cela a prouvé, du moins à leurs propres yeux, puisqu'ils étaient les seuls à le savoir à ce stade, qu'ils avaient en maîtrisé les principes de base et, plus important encore, qu'ils avaient commencé la formation. Une génération des meilleurs ingénieurs nucléaires d'Iran dans les applications concrètes. Alors que les scientifiques travaillaient à l'installation électrique de Kalaï, des équipes de construction ont lancé un nouveau projet dans le désert près de Natanz à la fin des années 90, encore marqué par la destruction que l'armée de l'air de Saddam avait infligée à leur centre de recherche pendant la guerre. Ils voulaient s'assurer que leurs futures installations seraient aussi bien protégées que possible. Avant de construire Natanz, les ingénieurs iraniens ont minutieusement analysé toutes les frappes aériennes connues. Ils ont analysé ce que l'on savait sur les bombes anti-bunker américaines, qui étaient une innovation relativement récente. Ils savaient aussi qu'Israël avait détruit le réacteur Osirak en Irak en 1981 pour empêcher Bagdad d'avancer son programme nucléaire. Cela est devenu une partie de la doctrine Begin d'Israël, qui, comme ils l'ont clairement indiqué, ne serait pas une frappe unique, mais plutôt la politique de tous les futurs gouvernements israéliens de mener des frappes préventives pour empêcher leurs ennemis d'acquérir des armes nucléaires. Pour être franc, Téhéran craignait de subir les mêmes revers, sachant que si leur programme était découvert, ils risquaient des frappes israéliennes similaires. Cela n'a fait que renforcer l'importance de rendre leurs installations aussi résistantes aux bombes que possible. Natanz a été conçu pour être immense. Les plans prévoyaient 2 halls d'enrichissement souterrains, chacun occupant 25 000 mètres carrés, soit l'équivalent de 6 terrains de football par hall. Tout cela devait être à 8 mètres sous terre, protégé par 25 mètres de béton au-dessus.
Au-dessus de cela, les ingénieurs devaient ajouter 22 mètres supplémentaires de terre et de roches. Au total, cela offrait 30 mètres de protection semi-fortifiée contre tout ce que leurs ennemis pouvaient leur lancer. C'était plus que suffisant pour résister à toute munition conventionnelle, et cela tiendrait même face à toutes les formes de bombardement aérien, sauf les plus avancés. Construire sous terre à cette échelle présentait d'autres obstacles, bien que la plupart d'entre eux concernaient la fragilité et la sensibilité des centrifugeuses, qui sont extrêmement sensibles à la moindre vibration. Les ingénieurs ont monté toute l'installation sur des amortisseurs et ajouté des systèmes d'isolation spéciaux pour absorber l'impact de légers mouvements tectoniques imperceptibles en surface. Le contrôle de la température et l'alimentation électrique posaient un problème. L'enrichissement demande beaucoup d'énergie et génère beaucoup de chaleur. Rappelez-vous, il compensait encore le manque d'efficacité par le volume ici. Si une centrifugeuse consomme 100 watts, il devait multiplier cela par les 50 000 machines prévues. Cela fait 5 mégawatts rien que pour les centrifugeuses elles-mêmes, ce qui ne prend même pas en compte les énormes systèmes de refroidissement industriel dont ils auraient besoin pour compenser l'énorme quantité de chaleur que l'installation produirait. Malgré ces défis, la détermination de l'Iran a porté ses fruits avec l'achèvement de Natanz. Ils étaient en prêt à passer d'un atelier caché à quelque chose qui pouvait être considéré comme une échelle industrielle. En 2002, tous les éléments commençaient à s'assembler. La première cascade de 164 centrifugeuses a été assemblée avec des composants pour des milliers d'autres prêts. À ce stade, l'Iran avait passé 17 ans à construire en secret, mais des secrets aussi importants ne restent pas cachés éternellement. La révélation et la course contre la montre. Jusqu'ici, ce développement et cette recherche étaient restés discrets. Les services de renseignement américains et israéliens soupçonnaient en Téhéran de vouloir une voie nucléaire et surveillaient leurs efforts. Depuis les années 90 en particulier, les importations croissantes de composants nécessaires au développement des centrifugeuses. Tout cela restait top secret. La communauté internationale ignorait presque tout des ambitions de Téhéran, du moins jusqu'en 2002. En août de cette année-là, des dissidents iraniens ont fait une annonce choc à une conférence de presse à Washington. Al-Araza Jafazeda, porte-parole d'un groupe iranien controversé, avait réussi à s'opposer à la fois aux États-Unis et l'ayatollah a annoncé au monde que Téhéran avait un programme nucléaire secret et construisait 2 installations capables de produire du matériel pouvant alimenter une bombe nucléaire. Étant donné la relation isolée du groupe avec la communauté internationale, il y avait un certain scepticisme quant à la validité de leurs affirmations. Cependant, ils allaient s'avérer en grande partie corrects. Même une horloge arrêtée donne l'heure juste 2 fois par jour. L'Agence internationale de l'énergie atomique a exigé l'accès aux installations selon les accords nucléaires. En février 2003, Mohamed El-Baradei, directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, s'est rendu à Natanz et a été alarmé par ces découvertes. Le programme iranien était en réalité plus sophistiqué que ne le suggérait le rapport initial. À son arrivée, l'usine comptait 164 centrifugeuses assemblées et des composants pour 1000 autres en stock. Des échantillons environnementaux ont montré des traces d'uranium enrichi, prouvant le fonctionnement de l'installation. À ce stade, l'Iran était acculé et ne pouvait plus nier sans perdre toute crédibilité internationale. Ils ont reconnu mener des activités secrètes de R&D nucléaire, incluant des expériences d'enrichissement d'uranium, des tests de séparation du plutonium et la construction d'importantes installations. Bien qu'il ait été pris sur le fait et condamné par ses voisins et la communauté internationale, Téhéran a intensifié ses efforts sur le projet. Ils étaient allés aussi loin et ils n'allaient pas faire marche arrière. En 2006, l'Iran avait réussi à moderniser les centrifugeuses P1 qui à ce stade étaient devenues extrêmement obsolètes et avaient depuis longtemps atteint les limites de leur capacité d'enrichissement. Ils ont construit 164 centrifugeuses selon leur modèle isotope de recherche, conçu localement, qui ont réussi à enrichir l'uranium à 35. C'est de la qualité réacteur. L'Iran affirmait, comme aujourd'hui, que c'était uniquement pour l'énergie nucléaire pacifique et bénéficiait alors du doute dans certains milieux. 35 est précisément le niveau dont vous avez besoin pour alimenter une centrale nucléaire. Mais même ici, toute analyse dépassant la surface soulève des questions quant à leur honnêteté réelle. L'Iran fabriquait bien plus de centrifugeuses que nécessaire pour une centrale nucléaire. Les vastes halls souterrains de Natanz pouvaient accueillir 50 000 machines. Cela suffit pour alimenter plus de 12 centrales électriques. De plus, ils n'avaient qu'un seul réacteur, inachevé. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a rejeté la justification de Téhéran et adopté des résolutions exigeant l'arrêt total de l'enrichissement d'uranium par l'Iran. Cela est resté sans effet, car ils ont continué à installer davantage de centrifugeuses.
En 2007, Natanz en comptait 3000 en service. En 2009, ce chiffre était passé à 8000. Les halls souterrains, qui étaient restés en grande partie vides pendant des années, commencèrent à se remplir rangée après rangée de ces machines. Une autre révélation est survenue en septembre 2009, lorsque les agences de renseignement occidentales ont découvert et rendu public une deuxième installation nucléaire massive à Fordal. Cet endroit a porté la sécurité de Natanz à un tout autre niveau. Il est creusé profondément dans une montagne, à travers 80 mètres de roches solides et de granit. C'était un véritable bunker de montagne, et sans doute l'une des installations les plus difficiles au monde à pénétrer, voire impénétrable par des moyens conventionnels. En 2010, la découverte du virus Stuxnet, attribué aux États-Unis et à Israël, a ébranlé la confiance de la République islamique dans l'installation. Cela a commencé à programmer les centrifugeuses pour littéralement s'autodétruire. Étant donné à quel point ces machines sont sensibles aux moindres changements de fonctionnement, il n'en fallait pas beaucoup, aucune explosion n'était nécessaire ici. Au final, environ 1000 centrifugeuses ont été détruites. Malgré cet impact, cela n'a été qu'un léger contretemps pour l'Iran. En moins d'un an, ils avaient donc non seulement remplacé toutes les machines détruites, mais ils avaient aussi considérablement renforcé leur cybersécurité, afin de s'assurer qu'une telle attaque ne puisse plus jamais réussir. Mais peut-être le plus important, cependant, fut leur décision, à la suite de cette attaque, d'augmenter leur enrichissement jusqu'à 20. La physique intervient à nouveau. L'enrichissement de l'uranium n'est pas linéaire. Atteindre 10 est bien plus facile qu'aller de 60 à 90. Leur annonce d'un enrichissement à 20 montrait qu'ils étaient bien plus proches d'une pureté militaire qu'on ne l'imagine avec une lecture linéaire des pourcentages. Pour un observateur profane, l'Iran justifiait auprès de la communauté internationale l'utilisation pour alimenter le réacteur de recherche de Téhéran. La production d'isotopes médicaux pour traiter le cancer renforce l'authenticité. Leur réacteur utiliserait cet uranium pour produire des radioisotopes médicaux employés dans le diagnostic du cancer mondialement. Malgré l'accès aux spécifications du réacteur de recherche de Téhéran par la communauté internationale, cela n'a pas bien résisté à l'examen, car il était minuscule. Il faut environ 5 kg d'uranium enrichi à 20% par an pour son fonctionnement. Leur projet produisait des quantités bien supérieures à cela, et ils ne montraient aucun signe de ralentissement. Bien au contraire, ils accéléraient et le monde n'était pas dupe. Et c'est ici que l'Iran peut vraiment être vu comme agissant seul, rompant avec toute apparence de vouloir poursuivre cela exclusivement à des fins non liées aux armes. Et ce qui a suivi, ce sont ces résultats, l'échelle industrielle et l'accord nucléaire. En 2011, le programme nucléaire iranien avait atteint une véritable échelle industrielle. Les chiffres sont éloquents, près de 19 000 centrifugeuses à Natanz et Fordo. Avec 10 000 centrifugeuses actives, l'Iran produisait chaque mois 150 kg d'uranium faiblement enrichi et 5 à 7 kg à 20%. Ils n'ajoutaient plus seulement des machines. La priorité à la quantité était dépassée. Ils innovaient, ce qui, vu leur isolement international, reste un exploit remarquable. La centrifugeuse isotope de recherche 2M, qui a été mise en service en 2013, était 4 fois plus efficace que le modèle isotope de recherche. Ce qui, en soi, représentait déjà un grand bond en avant par rapport à l'époque du modèle P-AN qu'ils avaient acheté. Cela a permis à l'Iran d'accumuler plus de 7000 kg d'uranium faiblement enrichi et près de 200 kg dépassant les 20. Pendant ce temps, ils ont franchi un cap. La centrale nucléaire de Bushehr, abandonnée par les Allemands il y a des années, est enfin devenue critique. Le terme technique pour désigner l'atteinte d'une réaction nucléaire auto-entretenue. L'inquiétude internationale était à son comble. La Corée du Nord, l'un des seuls autres États à égaler l'isolement de l'Iran sur la scène mondiale, poursuivait avec ambition son propre programme nucléaire, et il semblait de plus en plus probable qu'elle réussirait dans cette entreprise. Pyongyang était surnommée le royaume ermite, car elle était le pays le plus isolé du monde. Et il ne semblait pas disposé à négocier de bonne foi sur quoi que ce soit. Même si cela signifiait une famine généralisée dans tout le pays à cause des sanctions internationales, combinées à leur faible production alimentaire. On espérait que l'Iran serait plus ouvert à la négociation, même si les discussions échouaient au début, en raison de l'intransigeance du président Mahmoud Ahmadinejad. Il a imposé plusieurs exigences, dont la reconnaissance explicite du droit de l'Iran à enrichir l'uranium, équivalent à une clause rédhibitoire dès le départ. En général, c'était un homme avec qui il était difficile de travailler. Il provoquait intentionnellement la communauté internationale par des déclarations répétées niant l'Holocauste, ainsi que par une tendance assez fréquente à déclarer qu'Israël serait éliminé. L'élection du président Hassan Rouhani en 2013 a permis une négociation plus réaliste avec Téhéran.
Bien que beaucoup de pouvoir soit entre les mains de l'ayatollah, le président est libre de mener des négociations internationales, ce que Rouhani était prêt à faire. Sous les sanctions, l'économie iranienne a vu ses exportations de pétrole chuter de 25 à 1 million de barils par jour, affectant fortement son produit intérieur brut. Le rial avait chuté de plus de 80%, l'inflation était hors contrôle. Rouhani était bien plus enclin à négocier que son prédécesseur. Après 2 ans de négociations intensives, le résultat fut le plan d'action global commun, ou plan d'action global commun finalisé en juillet 2015. L'Iran a accepté des restrictions dans l'accord. Il devait repasser de 19 000 à 5 060 centrifugeuses, limiter l'enrichissement à 3,67% et réduire leur stock d'uranium enrichi de plus de 7 000 kg à 300. Couler du béton dans le cœur du réacteur d'Arak pour le désactiver et accepter la surveillance continue de l'Agence internationale de l'énergie atomique par caméra et capteurs sur toutes les installations. L'accord a suscité des critiques, car beaucoup de restrictions devaient expirer en 10 à 15 ans, permettant à l'Iran de reprendre l'enrichissement à grande échelle. Les nations arabes comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont vu l'accord avec une profonde méfiance, craignant qu'il ne légitime les capacités nucléaires de l'Iran et ne renforce leur rival régional. Israël était profondément sceptique à ce sujet, et les républicains aux États-Unis y étaient farouchement opposés. En échange, l'Iran obtiendrait un allègement des sanctions, et la mise en œuvre a été rapide et spectaculaire. En janvier 2016, l'Iran avait retiré 13 000 centrifugeuses, soit plus des 2/3 de son parc. Ils ont expédié des tonnes d'uranium enrichi vers la Russie. Les salles souterraines de Natanz, autrefois pleines de machines, étaient désormais presque vides. Dans l'un des gestes les plus spectaculaires, l'Iran a retiré le cœur du réacteur d'Arak et l'a rempli de béton, rendant le réacteur définitivement inutilisable. L'accord a duré 3 ans, mais tout a changé en mai 2018. L'accord avec l'Iran doit être soit renégocié, soit annulé. Sous Donald Trump, les États-Unis ont quitté le plan d'action global commun et rétabli de lourdes sanctions, réduisant à nouveau les exportations pétrolières iraniennes. L'Europe, la Russie et la Chine ont tenté de sauver l'accord, sans pouvoir contrer la pression économique américaine. La légitimité de cela est un autre débat. Mais c'était une décision qui nous a menés là où nous en sommes aujourd'hui, en 2025. Le seuil approche. Malgré les efforts européens pour sauver le plan d'action global commun, l'accord était mort. Sans la participation des États-Unis, Téhéran refusait aussi. Pour beaucoup de dirigeants européens, c'était une catastrophe qui garantirait presque sûrement la prolifération nucléaire de l'Iran. D'autres, notamment à Washington, Jérusalem, ainsi que dans plusieurs États arabes importants, considérèrent cela comme une meilleure alternative. Ils pensaient que le plan d'action global commun ne faisait que retarder l'inévitable. Lorsque l'accord aurait expiré, Téhéran aurait profité de l'assouplissement des sanctions, étant alors libre d'acquérir une arme nucléaire tout en bénéficiant de flux financiers importants. Peu importe les mentalités, l'Iran en avait fini. Ils n'étaient pas disposés à reprendre les négociations nucléaires pour un nouvel accord, et ils ont commencé à enfreindre une à une les limites fixées par le plan d'action global commun. Chaque action visait à prouver leur capacité et à mesurer la réaction internationale. D'abord dépasser les 300 kg d'uranium, puis enrichir au-delà de 3,67. À ce stade, ils étaient plus ou moins libres de toute contrainte que la communauté internationale aurait pu leur imposer. Les sanctions avaient déjà été rétablies à des niveaux élevés. L'Iran a simplement foncé à toute vitesse. Ils ont installé les modèles isotopes de recherche, 4 et isotope de recherche, 6-10 fois plus efficaces que l'isotope de recherche, un initial, puis ont rapidement dépassé leurs propres performances. Avec les modèles isotopes de recherche 8 et isotope de recherche 9, ce dernier serait, selon eux, 50 fois plus efficace pour l'enrichissement de l'uranium que le modèle d'origine. Les choses ont vraiment commencé à déraper, à ce stade. En janvier 2021, ils ont annoncé qu'ils commenceraient à enrichir à Vang-Tafordal, leur forteresse dans la montagne. Ils ont atteint cet objectif en quelques semaines, et en avril de la même année, ils ont fait une annonce supplémentaire indiquant qu'ils allaient enrichir à 60. L'Iran affirmait que ses recherches et son enrichissement visaient uniquement des buts pacifiques, rappelant son appartenance au traité de non-prolifération et l'acceptation du contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Bien qu'ils aient pu avancer cette affirmation au départ, le programme a perdu toute crédibilité quant à son usage strictement énergétique. Aucune justification civile n'existe pour un enrichissement à 60%. Ni réacteur électrique ni centre de recherche n'en a besoin. Passer de 60% à 90% de qualité militaire est rapide. Il a suffi de quelques jours après le lancement du processus. Fin 2021, avec les isotopes de recherche, 6 à Natanz, ils produisaient plusieurs kilos par mois. En 2022, ils ont installé à Fordow des cascades plus avancées utilisant de l'uranium naturel.
Cela permet d'enrichir de 7% à 60% en un seul processus continu d'ici 2023. Un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique a révélé la découverte de particules d'uranium enrichies à 83,7% à Fordow. L'Iran y a réagi. Ils ont dit que c'était une fluctuation inattendue. Mais à ce stade, cela n'a servi à rien. Fin 2024, l'Iran compte plus de 12 000 centrifugeuses actives, dont plusieurs milliers avancées. Plus de 275 kg d'uranium enrichi à 60% sans usage civil et des milliers de kilos à 20%. Les analystes internationaux estiment que le temps de percée de l'Iran pour produire assez d'uranium de qualité militaire était de 4 à 5 semaines avant les frappes. Grâce à leurs centrifugeuses avancées et à leur uranium enrichi à 60%, ils ont presque atteint la production de matières de qualité militaire. Pendant ce temps, des conteneurs de pétrole iranien restent littéralement stockés, se détériorant car le régime de sanctions a rendu leur vente impossible. Une chose est claire, ce n'est pas pour l'énergie. Le programme nucléaire iranien évoque des choses diverses selon les individus et était fréquemment discuté sans considérer ses nuances et différences. Pour certains, ce n'est qu'une menace existentielle pour d'autres. Pour d'autres, c'est un symbole de détermination nationale et de progrès pacifique, malgré une opposition mondiale. Pour d'autres encore, il s'agit d'un programme d'armement nécessaire qui offrira le seul moyen de dissuasion capable d'empêcher les ennemis de l'Iran de chercher à le renverser. La question de savoir si l'Iran a ou devrait avoir le droit d'enrichir de l'uranium à des niveaux nécessaires pour l'énergie nucléaire est distincte de celle de savoir s'ils devraient avoir la capacité d'enrichir comme ils l'ont fait récemment. Quelles que soient les affirmations du gouvernement iranien, les actions récentes ne peuvent être perçues que comme une indication claire de leur intention de développer cela en une arme nucléaire. Cela étant dit, et indépendamment des conséquences du conflit de 2025 avec Israël et les États-Unis, cela peut être considéré comme rien de moins qu'un accomplissement monumental pour la République islamique. Considérez le chemin parcouru. Ils ont bâti des installations souterraines sophistiquées, développé leur propre technologie en passant des modèles pakistanais des années 1970 à des centrifugeuses avancées et formé une génération de scientifiques iraniens assez techniques. De plus, ils ont réussi tout cela alors qu'ils étaient coupés des marchés internationaux et sans soutien technique ou formation extérieure. Cependant, cela a coûté cher. Les sanctions internationales ont appauvri une grande partie de leur population. Ce qui, selon votre point de vue, signifie qu'ils n'ont soit pas voulu travailler à améliorer la situation pendant des années, soit qu'ils étaient prêts à endurer cela sans négocier sérieusement. Depuis que le programme a été dévoilé en 2002, personne ne sait vraiment quelle sera la suite. Seul le temps nous le dira. Je ne manquerai pas de vous tenir informé au fur et à mesure. Merci de m'avoir regardé.